Entre la baisse très attendue des taux des banques centrales, les élections américaines à l'automne et le rebond des marchés chinois, de nombreux éléments, moyen et long terme, vont impacter l'échiquier économique des prochains mois. Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Mabrouk Chitwan, bonjour. Bonjour Marie-Cécile. Mabrouk, vous êtes responsable de la stratégie globale de marché chez Natixis Investment Managers. Peut-être une première question, l'inflation que l'on croyait définitivement vaincue repart en France, repart en Allemagne. Elle a atteint 2,6% en mai dans la zone euro contre 2,4% en avril. Alors dans ce contexte, pourquoi est-ce que la BCE baisserait ses taux et surtout à quel rythme est-ce qu'elle va le faire? Alors la question de l'inflation est effectivement extrêmement importante. On se souvient de ce qui s'est passé au cours de ces dernières années. L'inflation avait atteint 7%, elle a reflué de manière tout à fait considérable et là elle remonte effectivement des signes de vitalité. Alors est-ce qu'on doit effectivement s'en inquiéter? Est-ce qu'on doit effectivement considérer que la Banque centrale fait une erreur? Pour le moment, non. Un point ne constitue pas une tendance. 0,2 points finalement d'augmentation ne sont pas significatifs. En revanche, ce que la Banque centrale regarde de manière extrêmement attentive, c'est la croissance des salaires. C'est ce qui se passe sur le marché du travail. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a de bonnes raisons de se montrer attentif et ça va conditionner bien sûr le reste en matière de trajectoire monétaire. On a eu les chiffres effectivement de croissance des salaires en France. Des études ont été publiées par la Banque centrale européenne indiquant justement qu'il y aurait encore des tensions et tout ceci résulte finalement d'un marché du travail qui reste encore solide en zone euro. La croissance économique en zone euro n'a pas disparu, bien au contraire. Le consensus est montré extrêmement, on va dire, négatif à l'égard de la croissance de la zone euro, mais néanmoins, nous on reste relativement constructifs et assez positifs et on n'exclut pas d'être finalement même positivement surpris par la croissance européenne. Ayant dit ça, finalement, quelle va être la trajectoire de la Banque centrale européenne? Là encore, juin, on a eu une baisse de taux d'intérêt directeur de 25 points de base. En revanche, il va falloir se montrer patient si on veut voir effectivement d'autres baisses de taux. Le mois de juillet, nous excluons totalement en fait une autre baisse de taux pour le mois de juillet. Tout simplement puisque, encore une fois, les conditions macroéconomiques, les données ne justifient pas finalement un empressement de la Banque centrale européenne. La prochaine baisse de taux interviendra sans doute à la fin du troisième trimestre, voire au quatrième trimestre. Pas avant, encore une fois, il faut se montrer patient. Alors, un autre élément qui va avoir un impact majeur, ce sont bien sûr les élections américaines. Doit-on s'attendre à un durcissement encore des mesures protectionnistes? Et est-ce que le décrochage de l'Europe va s'accélérer par rapport aux États-Unis qui continuent en tête? Alors, les élections américaines constituent effectivement un rendez-vous majeur pour cette année. Au mois de novembre, les électeurs américains seront appelés aux urnes. Alors, quelle que soit finalement l'issue de ce scrutin, ce qu'il convient de noter, c'est qu'il n'y a aucune différence entre Joe Biden, en tout cas la politique menée par Joe Biden à l'égard de la Chine, et finalement son prédécesseur Donald Trump. Il y a une espèce de continuité, aucune inflexion d'un point de vue effectivement politique tarifaire vis-à-vis de la Chine. Et alors ce qu'on peut effectivement redouter, c'est même une escalade, donc dans le cadre effectivement de ce scrutin, une escalade effectivement d'annonces, de durcissement des conditions tarifaires à l'égard de la Chine. Et ce qu'on peut également craindre finalement, ou alors ce qu'on peut anticiper, c'est que l'Europe s'inscrive également dans cette stratégie finalement de protectionnisme assumé. Aujourd'hui, les grandes puissances, qu'il s'agisse de la Chine, qu'il s'agisse effectivement des États-Unis, assument leur posture protectionniste, sans bien sûr le dire de manière aussi explicite, mais aujourd'hui on est véritablement dans cette thématique-là. Et je ne serais pas surpris finalement de voir l'Europe également adopter une stratégie comparable pour protéger finalement ses industries, pour protéger ses intérêts. Et les élections européennes finalement qui ont eu lieu le 9 juin dernier sont un rendez-vous absolument majeur puisque là encore il s'agira de définir un nouveau Parlement et de définir également quelle est la feuille de route pour l'Europe dans un contexte où on le sait, les défis sont tout à fait majeurs, tout à fait colossaux pour justement permettre à l'Europe de réinvestir dans son économie et possiblement de combler finalement le décalage qui existe entre les États-Unis et la zone euro. Alors, si on regarde maintenant du côté de la Chine, après 3 années qui ont sapé la confiance des investisseurs dans les marchés chinois rebondissent et ce mouvement s'amplifie. Est-ce qu'il est temps d'investir en Chine? Alors, c'est très tentant, effectivement, quand vous voyez l'ampleur du rebond. On a eu un premier rebond en février, un deuxième rebond finalement au début du deuxième trimestre, et tout
tout ceci finalement est davantage expliqué non pas par une dynamique interne qui montre des signes d'amélioration, on va dire tangibles, mais surtout par des mesures, des annonces de Pékin qui soutient finalement enfin son économie. On a attendu ces mesures de soutien pendant effectivement toute l'année 2023, elles ne sont jamais venues, et là finalement le gouvernement décide enfin d'intervenir pour aider notamment le secteur immobilier qui continue lui aussi de souffrir de manière tout à fait substantielle. Néanmoins, est-ce que c'est le moment de réinvestir, notamment d'un point de vue investisseur externe? Je ne pense pas, puisque comme je le disais, la nature venant de ce rebond est davantage liée à des mesures d'annonce. Et là encore, c'est une reprise en escalier. Il ne s'agit pas d'une reprise tendancielle, alimentée finalement par un regain de confiance des consommateurs. La consommation des ménages, qui est le principal moteur de la croissance chinoise, reste en berne. Et ça, c'est une difficulté effectivement auquel Pékin n'a pas encore trouvé de réponse structurelle. Et en fait, il n'y en aura pas tant que finalement la situation, notamment du côté de l'immobilier, ne s'améliorera pas. Et c'est là finalement tout l'enjeu finalement des politiques macroéconomiques qui vont être mises en place par le gouvernement central dans les prochains trimestres ou les prochaines années, restaurer la confiance pour que la confiance des investisseurs externes puisse effectivement revenir et puis pour qu'ils puissent effectivement de nouveau investir sur ce marché. Alors si on revient en France et en Europe, quels sont les principaux risques à l'horizon pour les entreprises et les ménages ? Alors le risque serait de voir finalement une croissance économique qui ralentit de manière un peu plus forte qu'attendue. Globalement, on est dans le scénario d'une décélération de l'économie américaine. L'économie américaine a vraisemblablement entamé son atterrissage en douceur, sa descente, et donc du coup, le risque serait de voir finalement cette économie américaine descendre beaucoup plus fortement que prévu, pesant du coup sur les perspectives bénéficiaires des entreprises, en termes de croissance des bénéfices et des profits. Et donc ça pourrait effectivement, malgré sans doute une réaction de la Réserve fédérale, ça pourrait peser effectivement sur les trajectoires des marchés d'actions et peser in fine sur les portefeuilles des investisseurs. Autre risque effectivement, c'est de voir des taux d'intérêt qui restent durablement trop élevés, et là encore c'est l'autre risque possible, puisque des taux d'intérêt élevés pourraient effectivement mettre en difficulté certaines entreprises qui pourraient voir effectivement, et on pourrait voir les défauts notamment sur la dette d'entreprise augmenter et créer en cascade des effets effectivement de contagion sur les marchés d'actifs risqués comme les marchés d'actions. Alors, dans ce contexte, sur quelle classe d'actifs faut-il miser? Faut-il se concentrer sur les marchés actions, revenir sur les marchés obligataires? Alors la grande question, c'est le marché obligataire, puisque finalement, on a eu 2 années consécutives, 2022, 2023 et même le début de l'année 2024, qui ont été extrêmement difficiles, pour ne pas dire désastreuses, sur ce marché. Est-il finalement temps de revenir, de reprendre ce qu'on appelle de la duration dans les portefeuilles? On pense effectivement que ça va être le moment, puisque décélération de la croissance, plus politique monétaire, qui devrait effectivement se montrer un peu plus accommodante, devrait soutenir le marché effectivement obligataire. Ayant dit cela, est-ce qu'on doit nécessairement quitter le marché d'action? La réponse est non, puisque finalement le marché qui va délivrer de la croissance de manière pérenne et de manière durable sera effectivement le marché action, et notamment le marché américain, soutenu par les grandes entreprises de la tech, qui constituent à mon sens aujourd'hui un trend de long terme, et on ne peut pas effectivement faire aujourd'hui l'économie de ce trend. Si on est investisseur de long terme, il faut rester sur les marchés d'actions. En termes de secteur, vous conseillez d'investir sur la tech, mais y a-t-il d'autres secteurs porteurs? Alors comme je l'expliquais, la normalisation des politiques monétaires, les baisses de taux vont être relativement limitées. Personne ne s'attend effectivement à des baisses de taux drastiques. Et donc dans ce contexte-là, on va avoir des conditions monétaires qui vont rester relativement, on va dire, non accommodantes. Le higher for longer prend tout son sens. Et dans ce contexte, on a finalement le secteur bancaire qui va bénéficier de ces taux d'intérêt élevés et qui va continuer finalement a priori, montrer une croissance de ses bénéfices positive au cours des prochains trimestres. Donc tactiquement, le secteur bancaire européen notamment a de bonnes chances de continuer de délivrer de la performance au cours des prochains mois et des prochains trimestres. Merci beaucoup, Mabrouk Chetouane. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.